Donc on est presque tous là parce qu'il y a quelques malades de la grippe normale. Il n'y a pas d'Italien. Est-ce qu'il y a des Italiens dans la salle? Il ne faut pas confondre les Tessinois et les Italiens, on les aime beaucoup, les Tessinois et les Italiens. Non, c'est... Amen. Voilà, bienvenue tout le monde. Voilà, bienvenue, on s'est rempli un peu, voilà. Mais c'était parfait, voilà. Je serais venu encore plus tard si j'avais... C'est vrai, oui. Voilà, mais très rapidement, donc c'est un immense plaisir d'organiser cette soirée avec mon ami Jacques. Ça fait une amitié de 30 ans. Donc ça peut être dangereux, parce que vous connaissez les amitiés de 30 ans en France. Comment ça s'est fini, tu te rappelles? Mais vu qu'on ne se présente pas aux élections, c'est bon. Tu ne vas pas au Conseil fédéral, tu n'as pas d'ambition. Très bien. Donc on va continuer les prochaines 30 années à rester amis. Et c'est très bien ainsi. Alors, juste un mot de précision. Cette conférence est filmée par un jeune homme qui s'appelle Daniel, que j'ai oublié d'applaudir parce qu'il est magnifique. Allez, oh! Et ça n'a rien à voir avec l'histoire, quoique. Parce qu'il y a un monsieur qui s'appelle Charles Doré, qui te connaît de la télévision, peut-être que ça vous dit, un caméraman, qui m'a dit, mais monsieur Montini, ce que vous organisez est magnifique. J'ai dit, merci, c'est gentil, c'est gratuit. Et puis il me dit, mais vous faites des vidéoclips qui durent 2 minutes. C'est du marketing moderne, digital, voilà. C'est toujours fait par Daniel, très très bien. Et qu'en fait, c'est pour montrer un peu aux gens ce qu'on fait. Il dit, mais tu laisses pas la trace, la mémoire, c'est le cas de le dire, de ce que tu fais. Donc ce soir, on commence pour la première fois à filmer une version intégrale, toutes les conférences qu'on va faire. On va, je vous dis là, aujourd'hui il y a la journée sur l'histoire avec toute cette Madonna Santa, tout ce cerveau là derrière moi, ça va remonter un peu de clim. Et puis là, on organise régulièrement, pour ceux qui nous suivent, des petits déjeuners. Le prochain sera aussi ici le 16 et le 7 avril à Fribourg, avec quelqu'un que j'aime beaucoup, parce que voilà, il y a la culture, il y a l'économie, il y a la politique, il y a le sport. Et c'est un personnage que j'adore, il s'appelle Bernard Chalande, pour ceux qui aiment le foot. C'est l'entraîneur du Kosovo. Il y a beaucoup de choses à raconter, donc on fera un petit déjeuner ici. Et là, on va justement filmer en intégral pour laisser cette trace, voilà, petite. C'est mon ami Luc Chessé qui est là, qui m'a dit, mais la trace, hein, Luc, dans 50 ans, qui c'est qui se rappellera de nous? On n'a même pas une rue à notre nom. Donc voilà, cette courte introduction, c'était pour souhaiter la bienvenue à tout le monde. Voilà. L'organisation de la soirée est simple, c'est Jacques qui mènera le bal. On a un sujet qui m'est très très cher, parce que peut-être que... Ben, j'ai ici, elle est où, Madame Hubler? Elle est tout. Voilà, c'est elle la responsable, qui m'a fait aimer l'histoire. Parce qu'elle m'a enseigné l'histoire ici à Lausanne, et puis j'avais brillamment non terminé mes études, parce qu'il fallait être un peu... Voilà. Et donc j'ai repris mes études et j'ai fini une licence en histoire en 2004, parce qu'à l'époque, Apple n'allait pas très bien. Je me suis dit, si jamais je peux me recycler comme prof. Mais ça n'a pas été le cas, tant mieux pour les élèves et tant mieux pour mémoire vive. Je passe la parole à Jacques. À la fin de la soirée, on va arriver jusqu'à 7h15, 7h20, donc il y aura une partie, puis évidemment, dialogue avec vous, et il y aura un petit apéro à la fin, offert par mémoire vive. Voilà, ça c'est pour la photo. Allez, bonne soirée. Merci. Merci à vous toutes, à vous tous d'être là autour de ce sujet qui manifestement suscite de l'intérêt. Merci à la Fondation Mémoire Vive qui nous accueille, Mémoire Vive l'a bien nommé. Et puis, je remercierai tout à l'heure les participants. Je dois d'abord dire un mot préambule. On m'a reproché aujourd'hui, à raison sans doute, d'organiser une table avec uniquement des hommes. Alors, je tiens à préciser que nous devions avoir une grande dame avec nous qui malheureusement a été empêchée, mais j'aimerais lui rendre hommage parce que vraiment, elle a fait un travail extraordinaire. C'est Irène Chaland, qui aujourd'hui est attachée à la direction de la SSR, mais qui a longtemps
dirigeait le département des documentaires de la télévision suisse romande. C'est elle qui a lancé cette émission absolument utile et précieuse, Histoire vivante, à la télévision, à la radio et en collaboration avec La Liberté. Alors on a une pensée pour elle, elle est avec nous en pensée. Voilà. Alors, comment ça va se passer? On se dit que nous allons peut-être confronter les uns et les autres nos expériences dans l'approche de l'histoire qui nous paraît importante. Je ne vais pas gloser là-dessus, on est tous convaincus, je pense, avec nos outils, parfois un peu à tâtons. Alors, je vais faire un petit tour de table, ensuite nous discuterons avec vous, et puis nous prolongerons un peu autour d'un verre. Et si quelqu'un souhaite trouver un des livres mentionnés, il y en a quelques-uns ici qui sont à votre disposition. Alors on va commencer peut-être par le grand succès de l'année. La bande dessinée Emma de Éric Burnand, journaliste Éric Burnand qui se recycle dans la bande dessinée. C'est un succès de librairie considérable et ça nous réjouit. Hein. Il y a vraiment une curiosité. Il y a beaucoup de parents, j'imagine, qui achètent ce bouquin pour l'enfant ou qui le lisent bien sûr eux-mêmes. Alors j'aimerais demander à Éric, au fond vous, qu'est-ce qui vous a amené à ce langage de la bande dessinée? Est-ce que c'est l'envie, finalement, d'être plus didactique, d'être plus proche des gens? Est-ce que c'est simplement l'envie de jouer avec des personnages, des histoires personnelles, de mêler des histoires familiales et sentimentales à la grande histoire? L'envie part d'où, Éric? Alors d'abord, je dois vous dire une chose, c'est que je n'ai pas fait ce bouquin tout seul. Hein. Elle devait venir, hein, il devait y avoir une femme de plus, là, de moins plutôt. C'est Fanny Gaucher, parce qu'en fait, une bande dessinée, ça se fait à deux. Hein. Il y a une dessinatrice qui a créé les personnages, qui a complètement élaboré l'histoire avec moi. Donc malheureusement, elle ne pouvait pas tellement venir ce soir, mais je crois que ça l'a rebuté un petit peu de se retrouver à une table avec... elle est un peu plus jeune que moi, beaucoup même plus jeune que moi. Elle se retrouvait peut-être un peu perdue à cette table. Donc elle m'a dit non, vas-y tout seul. Mais enfin, elle est aussi la co-autrice de ce livre. Alors, moi, le point de départ, je ne vais pas m'éterniser, mais ce qui m'a amené à faire ce projet de bande dessinée, moi, j'avais aucune expérience dans ce domaine. Je venais de la télévision, j'avais une petite expérience de ce que j'appellerais la médiation de l'histoire, puisque j'ai fait quelques émissions autour de l'histoire contemporaine. J'avais une petite expérience de la recherche historique qui remontait à mes études. Mais l'idée était d'utiliser le langage particulier de la BD pour faire ce que certains appellent maintenant, c'est assez court, il y a beaucoup de publications en France historiques. D'ailleurs, le dernier prix d'Angoulême, c'est une magnifique, vraiment une œuvre magnifique sur la Révolution française. Donc, le premier tome a obtenu le Grand Prix d'Angoulême, donc du Festival de la bande dessinée. Donc l'idée, c'était de faire l'histoire par la bande, hein, dans les deux sens du terme, et d'essayer d'explorer ce moyen de communication que je connaissais comme amateur, mais sans plus, et de l'appliquer à ce qui m'a toujours intéressé, c'est-à-dire à l'histoire de la Suisse. Et je suis parti en fait de ce projet un peu en tâtonnant, en me disant que ça serait intéressant de raconter avec un peu les ficelles de la série télé. Hein, c'est assez simple finalement, c'est pas très original, de prendre une famille, une femme et sa famille, et d'essayer de retracer quelques moments que je considère comme forts, mais il peut y en avoir d'autres, du XXe siècle, à travers la vie de cette Emma qui est fictive et qui rencontre dans sa vie des personnages réels et qui est confrontée à des événements réels. Donc c'est vraiment un mélange on essaye de marier la réalité historique et la fiction en faisant une histoire qui se lit, une histoire où il y a un peu d'émotion, une histoire où il y a les personnages ont un peu de chair, parce que c'est ça qui est très difficile, je trouve, dans les romans historiques, où c'est que souvent les personnages sont très stéréotypés. Alors en bande dessinée, c'est encore plus difficile parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et on n'arrive pas à installer la psychologie des personnages. Là, je crois qu'avoir les retours qu'on reçoit, ça marche. Les gens ont l'impression que ces personnages vivent, même si c'est assez schématique.
Donc voilà, c'est ce qui m'a motivé au début. Puis la deuxième chose que je voulais dire quand même, qui est importante, je le dis d'autant plus ici en terre vaudoise, moi j'habite maintenant depuis une vingtaine d'années à Genève, où mes enfants ont fait leurs études, leur scolarité obligatoire, et ni l'un ni l'autre, ma fille est née à 22 ans, elle a fait le prestigieux collège Calvin, mon fils était au collège Candolle, et ni l'un ni l'autre n'ont fait plus de 2 heures d'histoire suisse pendant leur scolarité post-obligatoire. Je crois que pendant la scolarité obligatoire, il y a peut-être eu un peu d'histoire suisse quand on a parlé de la formation de la Confédération. Mais autrement, rien, pas un mot sur l'histoire suisse. Moi, j'ai toujours été un peu révolté, j'ai pu parler avec les profs. Ah, mais vous savez, nous avons la liberté pédagogique d'appliquer le programme d'enseignement roman, etc. Alors, je le dis d'autant plus ici parce que je sais que dans le canton de Vaud, c'est très différent. Mais moi, ça m'a un peu choqué en me disant quand même, c'est incroyable. Et alors, j'ai pas du tout voulu faire un livre scolaire, hein, un manuel scolaire, pas du tout. Mais je me suis dit, si je pouvais susciter un peu l'intérêt de plus jeunes, de gens qui comprennent mieux le langage du roman graphique que des grosses monographies, eh ben, c'est une bonne chose. Et avoir le succès que ça a remporté, on était invité maintenant dans des collèges, pas à Genève, hein, mais dans des collèges et des gymnases, je pense que dans ce sens-là, l'objectif est atteint. On va revenir sur cette question de l'école. Il faut peut-être dire quand même que vous avez fait là un récit historique très engagé. Hein. Vous assumez quand même un regard, disons, qui prend certains risques politiques. Engagé? Peut-être, non? Pas du tout. Écoutez, on a eu une petite note dans le domaine public oui. De la part de Pierre Jeanneret, qui a dit que c'était un livre gauchiste. Alors, venant de Pierre Jeanneret, qui est un crypto-communiste depuis très longtemps, ça m'a fait un peu rigoler. Mais autrement, on a reçu une critique d'un tout autre bord, d'un magazine qui s'appelle Renversé, qui est un magazine que vous ne lisez probablement pas sur le net, qui est le fait d'altermondialistes, de milieux de squatters. C'est pas mal fait d'ailleurs, c'est un magazine web. Alors là, on était traité de bobos, hein, en disant qu'on avait ignoré la lutte des classes, qu'on avait gommé les conflits. D'ailleurs, même mon ami Dirk Wenger a dit que nous avions éludé les conflits. Non, on a parlé des moments chauds de l'histoire de la Suisse. Il se trouve qu'à mon avis, mais c'est un avis personnel, 1918 et la grève générale, ça a été incontestablement un choc, une coupure. Après, ce qu'on a montré, c'est que la Suisse a évolué vers le consensus, et puis on a parlé de Kaiserhaus, on finit avec Kaiserhaus, qui était effectivement aussi un mouvement d'opposition, de contestation, mais c'est quand même, à ma connaissance, un des rares mouvements de masse qui a fait reculer le Conseil fédéral. Toutes les autres décisions ont été prises suite à des initiatives ou à des référendums. Donc, engagés, oui, parce qu'on est tous engagés, mais non, on n'a pas fait la lutte des classes façon Robert Grimm. Non, ce que je suggérais, c'est que c'est intéressant de voir comme une certaine sensibilité, une certaine interprétation de l'histoire, et c'est heureux dans la mesure où on nous a trop souvent présenté des ouvrages qui montrent l'histoire officielle, une histoire finalement qui est présentée comme la réalité. Il y a plusieurs façons, plusieurs angles d'approche de cette réalité. Et je pense que c'est très précieux d'avoir ce regard-là. Mais alors, puisque l'école a été mise en cause, je me tourne aussitôt vers Lionel Kaufmann, qui est donc enseignant à la Haute École Pédagogique Vaudoise, c'est-à-dire que son métier, si j'ai bien compris, c'est de former les enseignants qui vont ensuite enseigner l'histoire. Alors, j'ai envie de vous demander, mais quelle est donc la place de l'histoire dans les programmes? Et est-ce qu'il y a une nouvelle façon d'enseigner l'histoire? Parce qu'enfin, nous sommes quand même quelques générations à avoir été un peu traumatisées par des manuels scolaires qui, justement, présentaient une sorte d'histoire officielle. Avec engagé aussi. Hein, était assez engagé, certains. Tout à fait. Et c'était une histoire officielle qui, bien souvent, entretenait certains mythes, notamment la mythologie de la neutralité, mais de cela on pourra peut-être reparler dans la discussion. Alors, est-ce que l'école aujourd'hui, c'est un lieu de transmission du récit national,
hein, breveté par les autorités, ou est-ce que c'est peut-être un espace d'interrogation, de réflexion sur notre mémoire collective? On vous écoute, Lionel Kaufmann. Merci, bonsoir. Je pense que le sujet est vaste par rapport à ça, et puis peut-être qu'il faut que je positionne par rapport à d'où je peux parler par rapport à cette question-là. C'est difficile de parler par la position des enseignants de ce qu'ils vont mener en classe. Le regard que je peux avoir plus précis, c'est par rapport aux outils qui sont à disposition des enseignants, plus particulièrement au secondaire 1, pour enseigner l'histoire. Et c'est vrai que de ce côté-là, je pense que d'une part, un manuel scolaire, il est certainement moins dans le récit. La manière d'écrire un manuel d'histoire est quasiment à l'opposé de ce qui a pu être fait dans la bande dessinée d'Éric Buron et de Madame Bauchy. Et puis, je pense que j'avais réalisé aussi, c'est de dire, le thème de ce soir, c'est de faire aimer l'histoire, faire aimer l'histoire. Et je pense que sur les intentions dans les programmes scolaires, je ne pense pas que c'est lorsqu'on a un programme d'études que le but d'abord, c'est de faire aimer l'histoire. Ça paraît contradictoire, même si j'ai participé à un ouvrage qui était très clair aussi par rapport à cette dichotomie, c'est faire aimer et apprendre l'histoire. Montrer que ce n'est pas des choses qui vont forcément de soi. Donc, quand on regarde effectivement les moyens d'enseignement, et sur une relativement longue durée, c'est par rapport à ceci que j'ai fait ma thèse, c'est sur le manuel d'histoire vaudois, on constate effectivement, au même titre d'ailleurs que dans le discours politique par rapport au discours de la défense spirituelle, c'est que le discours de la défense spirituelle qui était créé, qui était mis en place avant la Deuxième Guerre mondiale et qui fait un peu nous et les autres, nous contre les autres, en fait, c'est totalement transformé ou muté après la Deuxième Guerre mondiale dans le cadre de la guerre froide. Ça, c'est Irène Herman qui montre au niveau historique comment ça s'est passé. Et dans le fond, les manuels d'histoire, jusqu'à une époque très récente, sont totalement dans cette lignée de concourir à cette question du cas exceptionnel suisse et du nous contre les autres. Ceci, c'est... Et ce qui est un peu constaté aussi, c'est que j'étais intéressé aussi par rapport à Éric Buron, ce qu'a vécu ses élèves à l'école, et notamment l'école obligatoire. Ce qui a aussi été l'illustration d'ailleurs de ce zone d'Orphal, c'est que dans les moyens d'enseignement, jusqu'à une époque très récente, il y a une hypertrophie des pages qui sont consacrées à la naissance de la Confédération et très très peu de choses qui sont en lien avec la Suisse moderne de 1848 et je dirais encore moins par rapport au XXe siècle. Ça, c'est une tendance qui a duré très très longtemps, y compris dans la dernière collection de manuels d'histoire vaudois qui a été totalement écrite dans le canton de Vaud dans les années 90 de Nantes. Et il y a une petite inflexion qui s'est opérée par rapport à la collection suivante, qui est la collection Nathan, qui est une collection française dans laquelle il y a des chapitres d'histoire suisse qui ont été insérés. Et par rapport à ça, on a toujours cette prédominance de la partie de la naissance de la Confédération, mais un peu plus d'éléments par rapport au 19e et au 20e siècle, notamment sur la question de la Suisse moderne et de la Suisse pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ceci est probablement dû aussi au fait que le conseiller scientifique des moyens d'enseignement Nathan, concernant le 20e siècle, la Deuxième Guerre mondiale, c'est Marc Pernou, qui évidemment est plutôt bien placé pour actualiser, on va dire, un discours, mais on reste quand même globalement dans une vision d'Emmanuel Nathan qui reste celle du zone d'Orphal, de la défense spirituelle. Maintenant, on a des nouveaux moyens qui se mettent en place dans les moyens d'enseignement roman. Une partie est encore en test, une partie est pour la 9e année, maintenant c'est le manuel définitif. On constate une légère inflexion par rapport à cet élément-là, mais le nous et les autres, un peu, il devient un peu l'Europe contre les autres. Donc on transfère ce discours anglais avec un nous qui est plutôt l'Europe, où on fait par exemple sur la réforme, il y a un cadre général de la réforme qui est donné, puis après il y a des études, on peut dire des études de cas, et la Suisse est une étude de cas de la réforme. Donc on a, par rapport à ça, on a une inflexion, un peu plus de place qui est donnée au XXe siècle et au XIXe siècle,
Mais on reste dans un cadre qui est un peu particulier. Au niveau de la démarche, par contre, au niveau des intentions, on va dire, didactiques, ici, la volonté, mais après c'est aux enseignants aussi de s'approprier les éléments, c'est d'aller dans le sens plutôt de l'enquête, hein, qui est de mettre en activité les élèves et de les mettre en action par rapport à cette histoire. Et cette enquête qui est là pour résoudre un certain nombre de questions, de problèmes historiques. Et là, on peut trouver une modification, une manière différente d'envisager l'histoire, avec plus la possibilité de confronter différents points de vue, différentes situations par rapport à une situation historique donnée. Voilà un peu le cadre. Je peux nous dire deux mots des outils que vous utilisez, parce que vous avez votre enseignement à HEP, mais à part ça, vous êtes très actif sur le net. Hein. Vous avez un blog, vous avez une newsletter, sans cesse vous sollicitez l'attention du grand public, finalement, là on en sort de l'école, sur des thèmes historiques divers et variés. Vous essayez de piquer la curiosité historique du grand public. Avec quel succès? Qu'est-ce qui vous amène à faire ce travail-là? Oui, alors, c'est vrai que depuis 2004, en fait, j'ai un site qui, en fait c'est ma table de travail. C'est mon bureau de travail, puisque ça me permet, par rapport à ça, de mettre en place des éléments que j'ai pu collecter à gauche et à droite, d'une part, et de le mettre en ligne, carnet un peu de réflexion par rapport à des sujets qui m'intéressent ou que je peux travailler de manière didactique ou pas. Et puis en plus, bah, voilà, c'est d'abord ceci, ce lieu, et puis après, bah, étant assez favorable par rapport à la question du gai savoir et de la science ouverte, du Creative Commons, bah, si ça peut bénéficier ou être favorable à d'autres personnes, et ben tant mieux. À part ça, ça a été, alors ça, j'ai entre 30 000 et 50 000 pages vues par année, donc c'est quand même lu. On sait très bien que sur ces objets-là, les gens ont de la difficulté par contre à interagir avec ce type de contenu. Par contre, ça a été aussi un superbe outil par rapport à mon domaine professionnel, puisque plusieurs sollicitations sont venues au travers de ces publications. Donc ça a un écho que je trouve raisonnable, puisque mon but, c'est pas forcément le grand public, mais c'est d'abord pour moi, et puis après, si ça peut être utile aux autres, ben, tant mieux. Donnez-nous l'adresse pour ceux qui la connaissent. Alors, lionelkaufmann.ch, tout lié, hein, Lionel Kaufmann, tout en minuscule et avec un Y à Lionel, on de la peine, /histoire. Merci. Alors, on a évoqué certaines timidités de l'école pour aborder peut-être la Suisse moderne et la Suisse du XXe siècle. Il y aurait peut-être beaucoup à dire sur les raisons de cette timidité qui, heureusement, maintenant connaît malgré tout quelques répits, mais globalement, c'est vrai que l'accent est mis sur plutôt l'origine de la Suisse et même aussi sur l'Antiquité. On préfère parler peut-être des Romains plutôt que de parler de la Suisse moderne. Mais il y a des efforts pour sortir de ces limitations. Et je vous donne la parole à Dominique Dirlewanger, qui est professeur au gymnase, qui est chargé de cours à l'Université de Lausanne. Chargé de cours, hein, c'est bien vu. Chercheur associé. Oh, excusez-moi. Hein. J'espère que je n'ai blessé personne dans le monde académique. Chercheur associé. Voilà. Alors, je vais donner la parole au chercheur associé et surtout à l'écrivain qui a écrit un petit livre qui est là, que je montre, qui s'appelle Tell Me, la Suisse racontée autrement. Alors vous allez nous dire, quand vous la racontez autrement, à qui il s'adresse. J'aimerais simplement dire d'emblée que c'est un livre très stimulant et je dirais même rafraîchissant. Mais allez-y. Alors j'y vais. Bonsoir, merci de l'invitation. Je vais d'abord rassurer tout le monde. Effectivement, sur une des invitations que vous avez lancées, j'étais promu professeur UNIL. Et avant que ça me nuise, enfin ça m'a déjà nuit, je préfère tout de suite rassurer tout le monde. Je n'ai pas été nommé professeur à l'université, ni pendant la nuit, ni probablement dans les années à venir. Donc effectivement, je suis chercheur associé, ce qui est un titre tout à fait anecdotique. Ça veut dire que de manière un peu originale, je fais de la recherche en étant enseignant. Ce qui est quand même le cas de plus en plus d'enseignants, ce qui est tout à
fait intéressant, puis aussi avec des profils maintenant chez les enseignants de plus en plus formés. C'est-à-dire qu'on a quand même une université qui s'est, sous le coup de Bologne, accentue aujourd'hui avec les écoles doctorales le niveau de formation global des enseignants du secondaire 2, et dans ce contexte-là, on a de plus en plus de docteurs qui trouvent comme débouché professionnel de venir enseigner au gymnase. Alors maintenant, si je reviens sur Telmi après ce propos liminaire qui va essayer de neutraliser ce qui pourrait me nuire dans ce faux titre qu'on m'a fait porter pendant un moment, mon ambition avec Telmi, elle était un peu différente de la discussion sur l'école, parce qu'en fait, mon idéal au départ, c'était qu'en fait, un livre d'histoire de la Suisse, et pas d'histoire suisse, je reviendrai peut-être un moment tout à l'heure, je pense qu'on fait une histoire de ce pays en lien avec les autres. Il n'y a pas en soi une histoire suisse comme il y aurait une histoire belge ou une histoire française ou une histoire américaine. Donc il n'y a pas de qualité nationale, si on veut bien, dans l'écriture de l'histoire de la Suisse en Europe ou dans le monde. C'était l'idée que ce livre soit offert, bien évidemment pas par un adolescent, parce que l'adolescent, quand j'ai écrit ce livre il y a 10 ans, était déjà féru de blog, il y avait déjà YouTube, il y avait déjà un choix, un éventail de divertissements tout à fait spectaculaire, mais que ce livre, offert maladroitement par une grand-mère ou un parent un peu désabusé en essayant de donner le goût de l'histoire à ce jeune, en fait ce livre allait atterrir au fond d'une chambre et n'allait jamais être ouvert. Jusqu'au jour où, potentiellement, il puisse être ouvert à n'importe quelle page, et comme il est construit autour d'une interrogation, d'une question toujours très naïve, posée par des adolescents que j'ai eu dans mes classes, c'est-à-dire c'est des questions un peu amusantes qui m'ont été posées, que j'ai reformulées pour la plupart d'entre elles, mais en partant des questions naïves, d'essayer de construire une réflexion historique. Et ça, c'est pour moi l'angle principal pour faire aimer ma discipline, c'était de susciter la curiosité, de prendre au sérieux des questions naïves, et puis dans ce contexte-là, de penser autrement l'objet. C'est-à-dire déjà penser que c'est un objet. L'histoire ne se donne pas telle qu'elle. Ce n'est pas des dates à apprendre par cœur, ce n'est pas des événements ou des récits qu'on peut simplement restituer de manière mécanique. Derrière les événements, derrière les faits, il y a des interprétations, il y a des historiens qui travaillent ces sujets, et que dans l'histoire de la Suisse, il y a plusieurs courants, il y a plusieurs types d'approches, il y a plusieurs objets, et de cette confrontation-là, on peut donner le goût de l'histoire. Et ce goût de l'histoire, ce que j'essaie de mobiliser, et je suis très heureux que Jacques Pillet l'ait ressenti comme quelque chose de rafraîchissant, c'était de donner un coup effectivement d'éclairage sur des recherches ces 20 dernières années, 25 dernières années, voire 30 dernières années pour certaines d'entre elles, c'est-à-dire de restituer, en ayant été chercheur, en ayant fait des études d'histoire, ce que j'avais appris à l'université, que je n'avais pas entendu dans mes cours d'histoire. Même si, je rends un volontiers hommage à mon maître d'histoire au collège et au gymnase, qui, travaillant avec le fameux manuel très engagé, militant, et là je rejoins Eric Burnand, c'est vrai que Chevalat, on ne lui a jamais fait le procès d'avoir fait une histoire engagée, mais seulement depuis les années 80, Justin, je rassure. Avant, on avait quand même, entre son manuel d'instruction civique et son magnifique histoire contemporaine, quand même largement une doxa qui nous était enseignée, et d'avoir un enseignant qui utilisait ce manuel pour nous montrer, disons, toutes les limites même de ce manuel. Et ça, c'est plutôt rafraîchissant et rassurant. Ça veut dire qu'avec un niveau de formation suffisant, les enseignants, quand on utilise le manuel, c'est aussi pour montrer ses limites. Voilà, c'est pas ce que j'appelle Chevalat, tout à coup, il vient Georges André, si tu nous écoutes. Donc l'idée d'avoir un regard critique sur cette histoire, d'amener à la penser de manière originale, de poser des questions, c'est-à-dire est-ce que la Suisse a été neutre, est-ce que ça veut dire quelque chose d'être neutre dans une économie mondialisée, penser le changement, penser que voilà, l'histoire c'est pas une longue linéarité avec depuis un embryon, on est en discothèque, d'avoir pas, à partir d'un embryon qui serait celui de ces pactes médiévaux, de ces paix territoriales, une Suisse contemporaine, mais bien aussi de montrer les ruptures, de montrer le fait que cette histoire, donc elle n'est pas linéaire, elle pose un certain nombre de questions, que les historiens n'ont pas toujours les réponses. Ça, c'est aussi quelque chose que j'ai essayé de mettre en lumière. C'est-à-dire que certaines questions qu'on pose, on ne peut pas y répondre. Et une des premières
première question qui m'avait été posée, qui m'avait motivé dans l'écriture de ce livre, c'était, mais dans le fond, pourquoi c'est les Espagnols qui sont allés qui ont conquis l'Amérique, et pas les Mayas, les Incas qui sont venus conquérir l'Europe. Et puis cette question, elle m'a été posée très clairement, je peux vous citer presque le mois, mais enfin c'était en 1999, cette question, elle m'a été posée au moment d'une visite de leçon par un praticien formateur comme M. Kaufmann. Et l'élève qui m'a posé cette question voulait me nuire, bien évidemment, parce que son objectif, c'était de me déstabiliser face à... Elle avait compris que j'étais dans une situation de difficulté. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est que cette question complètement iconoclaste a trouvé sa réponse dans un roman magnifique que je vous invite à lire, de Laurent Binet, qui est sorti cette année, qui s'appelle Civilisation, et que j'ai rencontré au livre sur les quais à Morges, et avec qui on a échangé, parce qu'effectivement, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, on a eu un échange là-dessus, parce que c'est le parti pris qu'il a fait. Il a réécrit l'histoire, où c'est effectivement les Mayas qui viennent envahir l'Europe. Et ce qui est intéressant dans cette histoire contrefactuelle, c'est de comprendre pourquoi, comment. Alors je ne vais pas vous faire le pitch de son livre, hein, je ne suis pas là pour le vendre, mais enfin, si vous le lisez, vous verrez, il répond à cette question-là, et il retravaille les sources, et il pose la question justement comment ça pourrait être autrement. Et ça, je pense que c'est une des qualités principales de cette discipline, l'histoire, que de donner la possibilité de voir le monde autrement, au travers de l'altérité historique, de l'étrangeté de l'histoire, de penser d'où l'on vient, de voir ce qu'on est aujourd'hui, et ça permet aussi de penser le changement et un autre possible. En fait, ce qui est réjouissant d'entendre ces diverses tentatives d'aborder différemment l'histoire, c'est qu'il apparaît que c'est une matière qui porte le débat, qui doit être sans cesse remise en cause. Et ce qui est frappant quand même, c'est qu'il y a des historiens qui, déjà depuis très longtemps, remettent en cause certains dogmes passés. Je vois ici Hans Ulrich Jost qui, depuis de longues années à l'université, fait apparaître des faits historiques un peu dérangeants par rapport à la doxa de la diplomatie, de la vérité officielle sur notre relation avec le monde et avec les autres. Mais bien souvent, ces travaux d'historiens un peu dérangeants, eh bien, ils ne débouchent pas véritablement dans l'enseignement, ils ne débouchent pas vraiment dans les médias. Et il y a comme une sorte d'histoire malgré tout officielle ou un peu officialisée. Et puis il y a l'histoire des impertinents ou des curieux, des fouineurs. Et c'est peut-être ces approches différentes de l'histoire maintenant qu'il faut évoquer. Maintenant, j'en viens à un autre grand succès qu'il faut saluer ici. C'est le succès du magazine Passé Simple. Je crois qu'il fallait quand même un certain culot, à un moment donné, pour se dire, on va faire un mensuel qui parle de l'histoire. Alors déjà, faire un hebdomadaire, un mensuel, ou même une revue périodique sur papier, sur bon papier, avec une iconographie, c'est un pari que bien peu tentent, hein, dans bien peu de domaines. Vous, Justin Favreau, vous avez eu ce culot, vous vous êtes lancé, vous avez trouvé tout un réseau de collaborateurs, entre parenthèses, plus de collaborateurs que de collaboratrices, si je peux me permettre. Voilà. Mais la composition très diversifiée de cette salle rectifie ce que je viens de dire. Et ce magazine, eh bien, il existe depuis 5 ans, sauf erreur, et il s'est développé lentement, progressivement, et maintenant il a 3500 abonnés, ce qui est vraiment, pour une revue un peu spécialisée, un succès extraordinaire. Alors, Justin Favreau, quelle est la clé de ce succès? Une petite question marginale. Est-ce que c'est un succès vaudois ou est-ce que c'est un succès roman? C'est-à-dire, est-ce que, parce qu'on a vu qu'il y a des grandes différences de sensibilité dans l'approche de l'histoire entre Genève, Vaud et peut-être le Valais, alors Passé Simple, il s'adresse à qui? Alors vous êtes à Moudon, alors évidemment c'est vraiment au centre du monde. Au centre du monde, hein, à partir de Moudon, évidemment, on peut tout faire. Alors, parlez-nous un peu des clés de ce succès, des outils de ce succès.
Il y a beaucoup de remarques, beaucoup de questions dans la question. Je vais juste revenir sur la question des autrices et auteurs. Donc très vite, je voulais, et ma femme qui est mon associée et qui n'est pas là, voulions, elle est là-bas, bon bref, voulions une parité, parce que dans le monde historique, il y a à peu près 50% d'historiennes, 50% d'historiens, 50% d'archéologues, 50% d'archéologues. Et ce qui s'est passé, c'est que nous, on était multitudinistes. C'était l'idée de départ, c'est-à-dire d'ouvrir à tous les sujets, à tous les auteurs, à toutes les autrices possibles en rapport avec le passé, y compris les amateurs, y compris tous ceux qui proposaient des sujets. C'est rarissime qu'on en refuse. Et donc, ce qui est arrivé tout de suite, c'est que 90 à 95% des propositions qui nous viennent émanent d'hommes. Donc les sujets qui émanent d'historiennes correspondent à peu près à 10%. Et en fait, c'est un phénomène culturel, évidemment, c'est pas un phénomène génétique. En gros, parce qu'on a commencé à appeler, des historiennes tout à fait de la place, et je l'ai beaucoup fait au début quand j'avais un peu plus de temps, moi j'en fais toujours, et elles me répondent, soit j'ai pas le temps, soit je suis pas capable, alors qu'elles sont bombardées de diplômes, etc. Et vraiment, il faut aller les chercher. Parce qu'elles ont été éduquées à ne pas se mettre en avant, à ne pas monter sur la scène. Elles ont été éduquées aussi à faire des doubles journées. Et donc, on est confronté à ça. Et en agissant beaucoup, au début, j'avais 30% d'autrices, et maintenant, on a 35%. Mais c'est un effort quotidien, en tout cas mensuel, je dirais. Voilà, ça c'était la première question. Ensuite, je ne sais plus les autres questions, du coup. C'était pas vraiment une question, d'ailleurs, que vous me posiez. D'abord, cette question du regard. Vous êtes vaudois, oui. Comme assez enraciné dans le canton de Vaud. Oui. Bon. Et est-ce que vous arrivez à faire émerger des sujets et trouver des lecteurs également dans d'autres parties de la Suisse? Oui, enfin la Suisse romande, disons. En Suisse alémanique, on est extrêmement peu présent, enfin, en termes d'abonnés et de sujets, puisque c'est vraiment l'histoire beaucoup romande que nous publions. En gros, quand j'ai commencé, nous étions à 65% de Vaudois et de Vaudoises comme abonnés, et maintenant on arrive à 50%, et j'espère à baisser à 33%, qui est la proportion de francophones vaudois en Suisse romande. Donc on a augmenté dans les autres cantons avec des succès extrêmement variables. En gros, le Fribourg, ça a très très bien marché. On est vraiment dans une très bonne augmentation permanente, et de proportion et d'abonnés. Le Valais, ça va bien. Le Genève aussi, malgré Genève, chaque fois qu'on fait de la promotion à Genève, on a du succès. Et puis, il y a l'autre arc, l'arc lémanique au sens très large marche très bien, et l'arc jurassien est très difficile. Mon épouse est allée distribuer des centaines, des milliers de numéros. C'est comme ça qu'on fait des abonnés. On distribue à peu près, elle distribue à peu près 1000 numéros par mois, an à an. Et on a un taux de 1, 2, 3% d'abonnement. Mais quand on va à Bienne, par exemple, pour prendre un exemple, elle est allée tout récemment, il y a 3 semaines à Bienne, elle a distribué 400 numéros, 400 personnes différentes, des couples, des familles, etc. Au théâtre francophone, on avait obtenu d'être à l'entrée du spectacle, on a eu 0 abonnement. Elle est allée à Saint-Imier, elle a distribué 400 numéros au médiéval de Saint-Imier, 0 abonné. Et ça, on a des abonnés dans l'arc jurassien, mais c'est difficile. Et je ne me l'explique pas, je le constate. Quels sont au fond les critères de choix des sujets? Est-ce que c'est une valorisation du patrimoine, des aventures humaines du passé? Est-ce qu'il y a une recherche de sujets plus discutés ou plus polémiques? On a le sentiment que c'est un magazine très complet, inattendu, surprenant, mais assez apaisé, disons, je dirais, dans le ton. Est-ce que c'est volontaire? Quels sont les critères de choix de sujet? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Non, en gros, disons 80% du journal
spontané. C'est des offres des gens, c'est des téléphones, c'est des mails. Et puis peut-être il y a 20 autres pourcents que nous provoquons. Typiquement, je viens de provoquer, et ça j'y tenais beaucoup, une chronique sur la toponymie, donc l'origine des noms de lieux, des lieux dits, etc. Parce que d'abord ça me passionne personnellement, et je sais, et je vois, parce qu'en fait, on fait toutes sortes de sujets, puis on lance des cailloux, puis on regarde s'il y a l'eau qui bouge ou pas, et c'est toujours totalement surprenant. Les deux exemples les plus récents, c'est que j'ai fait un dossier sur Dalcroze. Et personnellement, Dalcroze, moi, il me casse les pieds, je m'excuse. Mais on a eu plein de réactions. Toutes sortes de personnes qui avaient fait de la rythmique, qui m'ont téléphoné, qui ont demandé des numéros supplémentaires, etc. Et l'autre numéro, alors ça, c'est un article qui m'a beaucoup plus amusé, c'était un article sur l'école ménagère dans le canton de Vaud, de ses débuts jusqu'à la fin. Et là, j'ai eu une avalanche de réactions, aussi bien sur Facebook que des courriers, que des gens, parce que ça leur parlait. Et donc, typiquement, la toponymie, c'est pour ça que c'est un sujet qui parle aux gens, parce qu'ils passent tous les jours à un lieu, qui a un nom, et puis ils ne savent pas ce que ça veut dire, et tout à coup, ils découvrent que au coin de la rue. Et moi, ce que je vois, ce qui marche dans la rue, ce qui fait qu'on répond à une offre, enfin, à une demande différente, qu'on a une offre différente à une demande qui existe, les gens, ils veulent des choses qui les touchent, qui les concernent, qui leur rappellent, qui font des déclics dans leur biographie, enfin, dans leur parcours. Et je me souviens, après j'arrête, je suis trop bavard, mais numéro 2, pas si simple, j'ai reçu un téléphone d'un type qui était en larmes, il m'a dit, le premier article se passe à tel endroit, c'est là que je suis né. Le troisième article qui se passe à tel endroit, c'est là que j'ai vécu. Et le dernier article qui se passe à tel endroit, et c'est là que je me suis marié. Et il disait, mais c'est une revue, vous l'avez faite pour moi, vous l'avez faite pour moi. Et évidemment, en un instant, j'ai suivi le parcours de ce monsieur. Bien, vous voulez faire une Oui, remarque? sur l'histoire apaisée, parce que c'était intéressant de voir qu'on a eu, au cours des 15 dernières années, toute une série de publications d'histoire nationale qui ont extrêmement bien marché au niveau éditorial. Et c'est vrai que sur la première salve, si on veut bien, de Joël Kuntz, André Nappet, on avait vraiment un type de récit où le succès en grande partie du public, c'était de relire une histoire justement qui éveillait des souvenirs. Je me souviens d'avoir discuté avec ma belle-mère avant qu'elle lise Telmi, qui me dit « Ah, mais Joël Kuntz, c'est formidable, j'ai adoré ce bouquin !» Et quand je lui demandais « Mais tu peux me raconter un épisode ou un événement que tu as particulièrement apprécié ?» Ah, je m'en souviens plus. C'est-à-dire que c'était lu en un clin d'œil, pour faire un mauvais jeu de mots sur son titre, hein, mais ça durait le temps d'un clin d'œil. C'est-à-dire que la capacité d'intelligibilité, c'est un gros mot, mais la capacité de comprendre quelque chose, se poser un problème original sur l'histoire, dans ces récits-là, était relativement faible. Et donc, la capacité d'en retenir, ou d'aimer, ou d'avoir le sentiment de découvrir quelque chose, parce que la découverte et la curiosité, je pense, fait beaucoup dans l'amour de l'histoire. Et c'est vrai qu'une bonne partie de ces récits, enfin, de ces grands livres d'histoire qui m'ont marqué jeune et aussi maintenant en lisant, enfin, je sais pas, là je lis le dernier bouquin d'Ian Kershaw, Monument sur l'histoire de la deuxième moitié du XXe siècle, ce qui me fascine vraiment, c'est la capacité qu'il a de construire des périodes, d'aborder tout d'un coup des événements qui chronologiquement on les a à l'esprit plus ou moins si on a fait un petit peu d'histoire, mais où la manière dont il les interroge et il les problématise, ou dont il les met en perspective dans cette histoire du XXe siècle, il faut que tout d'un coup on redécouvre cette histoire. Et donc, pas si simple, moi je n'ai jamais cru, et tu m'as fait la démonstration que ça marchait, parce qu'au moment où je me suis dit, comment ça va marcher ce truc, quand j'ai reçu le premier numéro, je me suis dit, mon Dieu, une page A4 dans une photocopieuse. Et en fait, non, là il y a eu un lectorat, il y a eu tout d'un coup une partie de... Et il y a eu, y compris, il y a certains numéros sur lesquels c'est pas du tout apaisé. Je pense qu'un des premiers numéros sur la chaîne du pénal, dirigé par Michel Porret, est tout sauf apaisé. Enfin, il est ultra provoquant. Celui qui a sorti l'année passée, ou il y a 2 ans, sur le 8 mars, autour de l'histoire des femmes et puis des mouvements féministes, qui était un numéro de revue qui avait été entièrement pris en charge par
par des autrices. Je sais pas, ça tu confonds, je crois. Bon. Mais j'ai fait un... Il y a eu un numéro sur lequel on... Il y en a eu qui a chauffé, c'était sur la pub horlogère et les femmes dans la pub horlogère. Et ça, j'ai eu pas mal de réactions. C'est très intéressant comment on représente les femmes dans la pub. C'est pas ça que tu penses, peut-être. Non, c'était pas ça, mais on voit que... non, mais tu as des réactions. Oui, oui. Donc c'est Ah pas oui. apaisé du tout. Je me fais pas mal, oui. Bien, on aura l'occasion de poursuivre et de discuter avec vous de ces différents sujets. Je vais comme dire 3 mots du roman que je viens de publier qui s'appelle Hôtel Belvédère. Bon, j'ai passé ma vie à écrire des articles, j'ai jamais imaginé d'écrire un roman. Et puis lorsque j'en ai eu le temps, tout d'un coup, cette envie est venue. Pourquoi Hôtel Belvédère? Le Belvédère, c'est un hôtel, on voit les choses de haut, un petit peu en voyeur du paysage. Et puis j'ai songé à la Suisse pendant le XXe siècle, qui a aussi observé les tourments de l'Europe à ses portes, parfois de haut. Apparemment, parce que ces tourments, ils touchaient peut-être la Suisse plus en profondeur que nous ne disons. En réalité, moi j'avais aucune ambition de didactique, d'expliquer, je ne suis pas historien, je suis un journaliste qui aime raconter des histoires et simplement j'étais un peu hanté, je dois le dire, par des histoires que j'avais entendues pendant mon enfance. Et voilà, j'avais le souvenir de certains chapitres de l'histoire de la Suisse, notamment pendant la Première Guerre mondiale, le déchirement qu'il y a eu entre la Suisse romande et la Suisse alémanique. Alors, beaucoup de choses ont été écrites sur ce chapitre, mais moi j'en avais le récit à travers le récit de mes grands-parents, une grand-maman paysanne vaudoise qui avait eu le mauvais goût d'épouser un Bernois de l'Oberland, conducteur de locomotive, avec le mot bénin, ça amenait des Suisses allemands dans le canton de Vaud. Et ce mariage a suscité une rupture totale de cette femme avec sa famille, avec son père, qui ne voulait simplement plus la recevoir, ne plus la voir. Et lorsqu'elle se présentait à lui dans la petite écurie de Sonzier, ce paysan disait à sa fille « Retourne chez ton boche ». Ça m'avait beaucoup marqué, cette histoire, et j'ai évidemment creusé un peu le sujet. Et je me suis dit qu'il y a quelque chose là, il y a un destin qui mérite peut-être d'être raconté avec, non pas l'écriture d'un historien que je ne suis pas, mais d'un romancier amateur. Et puis il y avait un autre destin dont j'ai beaucoup entendu parler pendant mon enfance, c'était le destin de l'oncle d'Afrique, c'était le frère d'un grand-père paternel, qui lui en 1914 a émigré. Et ça on n'en parle pas beaucoup, du fait qu'à ce moment-là, beaucoup de Suisses, devant la perspective d'une longue période d'essais militaires, devant le spectacle de l'Europe qui se fracassait, des jeunes se sont dit, après tout, notre avenir, il est peut-être ailleurs. Et il y avait des possibilités d'émigrer en Amérique, en Australie, en Amérique du Sud et en Afrique. Et cet oncle d'Afrique, eh bien, un jour de 1914, ben voilà, il a quitté Blonay, et puis voilà, il est parti à Marseille, où il est resté un certain temps. Il a d'ailleurs beaucoup hésité à partir, voilà. Et finalement, il est parti d'abord à Dakar, et puis en Haute-Volta, et il a passé sa vie là à voir la tragédie de loin, de nouveau, le voyeurisme peut-être, hein, avec des amis, avec des souvenirs, avec des échanges. Et puis, il a vu les 20 années qui ont suivi également de loin, encore qu'il en revenait souvent en Europe. Et puis, il s'est retrouvé piégé par la Deuxième Guerre mondiale, malade, et il est mort et enterré dans cette ville qui a un nom extraordinaire, Bobo-Dioulasso, au Burkina Faso. Alors c'est vrai, je suis allé avec ma femme et mon fils à Bobo-Dioulasso, et puis on a poussé la porte
d'un cimetière abandonné. On a parcouru les hautes herbes et là on a fini par trouver une pierre avec le nom de Louis Pilet. Et tout ça, ça marque, on se met à réfléchir un peu à nos destinées, aux traces qu'elles laissent peut-être sur les générations d'après. Et j'ai raconté cela avec encore pas mal d'autres choses dans ce roman qui s'appelle Hôtel Belvédère. Voilà. Il est 7h moins 5. On s'est promis de finir à 7h15. Donc nous avons 20 minutes pour échanger très librement vos questions, vos remarques. Vous avez la parole. Il y a des questions? Qui veut la prendre? Allez, Oui, merci à tous. Ici, on est certainement tous des amoureux et des convaincus de l'intérêt de l'histoire. J'aimerais que les professeurs d'histoire qui sont là nous disent si, auprès de leurs élèves, ils arrivent à susciter cette passion avec les moyens didactiques dont on a parlé. Est-ce que les millénials s'intéressent à l'histoire ou bien est-ce qu'ils sont sur leur smartphone et puis c'est peine perdue? Les profs, vous avez la parole. Bon, moi j'ai une situation un peu particulière parce que, comme mes enfants expliquaient à leurs camarades, moi je suis prof de prof. Parce que vraiment, quand c'était à l'école primaire, c'était assez super parce qu'on déjà prof pour eux, pour leurs camarades, c'était déjà waouh. Alors prof de prof, ça c'est vraiment ça. Après ça peut changer à l'adolescence. Maintenant, je pense que les moyens d'atteindre l'histoire, de nouveau, je pense que si on regarde malheureusement, enfin, si on veut dire sur le métier d'enseignant, sur ce que vivent les élèves à l'école, il y a effectivement des cas particuliers d'enseignants qui arrivent à susciter l'intérêt de leurs élèves par différents moyens. Et quand on interroge nos futurs enseignants qui vont enseigner au primaire, quand on leur demande qu'est-ce qu'ils ont comme regard sur l'enseignement de l'histoire qu'ils ont eu, pour eux, c'est apprendre des dates, faire des fiches, lire le manuel et écouter le prof. Donc c'est pas par rapport à ça directement qu'on arrive à ces éléments. Après, il y a des cas différents, et qui sont effectivement plutôt de la mise en action déjà des élèves, hein, par rapport à les rendre acteurs par rapport à cette matière et non pas être seulement récepteurs. Et puis, de ce que touchent les élèves, il y a différents moyens qui peuvent le faire. Je pense que tout ce qui est ce qu'on appelle de la public history a certainement plus d'impact sur l'appréhension de l'histoire d'une bonne partie des jeunes ou des élèves, des jeux vidéo, des séries, différents éléments, que directement l'enseignement de l'histoire. Je pense qu'après on peut regarder chacun d'entre nous aussi de quelle manière nous avons été séduits. Pour certains, effectivement, c'est l'occasion d'un enseignant. Des fois, c'est au sein d'une histoire familiale, hein, qui suscite un intérêt. Il y a différentes manières de le faire. Par contre, on va plutôt dans l'idée de rendre les élèves le plus possible acteurs et non pas être seulement passifs ou récepteurs par rapport à cette discipline. Il a beaucoup de chance, Lionel Kaufman, parce que moi, dans mon beau-fils et ma fille, le fait que je sois prof, il ne fait pas tellement fantasmer. C'est plutôt, on me reproche plutôt d'être le pion à la maison et d'apporter justement cette culture scolaire à la maison. Mais moi, je veux dire qu'on est aidé par par beaucoup en fait de productions culturelles contemporaines. En premier lieu, je pense les jeux vidéo. Le succès des jeux vidéo à caractère historique. C'est quelque chose qui est déjà maintenant assez daté. Hein. Les premiers jeux de plateforme, il y a un jeu notamment qui a fait l'objet de multiples recherches scientifiques, c'est Civilisation, qui, alors, par ses présupposés, c'est une histoire, alors là, pour le coup, complètement linéaire, parfaitement très en retard par rapport à ce qu'on discutait tout à l'heure. Mais à partir du moment où on peut se saisir de ces objets avec les élèves, ça fait vraiment pour eux... dans la plus-value de l'approche historique, le fait de pouvoir pas seulement faire le jeu des différences, c'est réel, c'est réaliste, ou c'est une erreur historique,
mais d'enrichir ses contenus culturels. Et là, il y a un relais maintenant aussi avec les séries télé qui sont absolument incroyables. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu la série HBO sur Tchernobyl, mais c'est vraiment un des... c'est une possibilité de repartir à partir d'une fiction sur des événements historiques avec des niveaux de reconstitution. Et puis, comme une bonne partie du parti pris narratif de ces séries, c'est de jouer sur la parole du témoin, sur les contradictions qui se jouent entre les différents propos tenus par les témoins, c'est effectivement du pain béni pour l'historien en pratique de leur montrer combien c'est difficile de reconstituer justement ce passé. Donc ça, c'est vraiment de mon point de vue, ou le cinéma, Sam Mendes sur 17, la bande dessinée qui... bon, je serais très curieux de voir dans quelques mois si effectivement le travail, j'ai beaucoup apprécié de Fanny Vauchier et d'Éric Burnand, trouve aussi un public plus jeune, mais aujourd'hui la BD c'est un important discriminant social. Enfin, vraiment, c'est quelque chose qui dans les parties de l'immigration et puis des classes, culture générale, etc., c'est pas du tout un loisir, c'est vraiment réservé plutôt à des classes de maturité et à une certaine élite. Mais peut-être que, enfin moi je pense que c'est un très bon canal à utiliser en classe pour aborder de manière différente et ensuite stimuler la curiosité. Puis après, je pense que vraiment le dernier élément, moi, ce sur quoi je travaille beaucoup avec les élèves, c'est sur la capacité de dévoilement de l'histoire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, en ayant travaillé sur un épisode ou sur un événement, on leur montre des choses qui ne sont pas évidentes au départ, là, il y a un vrai intérêt. C'est-à-dire, il y a une curiosité, il y a tout d'un coup l'impression qu'on est plus intelligent après qu'avant. Le dévoilement, l'esprit critique, ce sont, à mon avis, et donc ça implique de prendre au sérieux les élèves, de prendre au sérieux les questions des élèves, de prendre au sérieux leur sujet, ce qu'ils ont envie de travailler. Une des premières choses que je fais régulièrement, c'est de demander sur quelle thématique, quel objet, quelle période ils ont envie de travailler. Et donc de partir, plutôt que les mettre en activité, partir de leurs préoccupations, c'est à mon avis un excellent moyen, mais ça demande, et là il y a un vrai problème politique, c'est-à-dire que ça demande d'avoir du temps, ça demande d'avoir des enseignants bien formés, avec des niveaux universitaires et une capacité de pouvoir se projeter, de ne pas avoir peur d'aller passer plusieurs semaines en bibliothèque, d'avoir le temps de vacances ou le temps, on appelle ça le temps librement géré, dans le jargon du département de la formation et de la jeunesse. Mais ce temps-là, il doit être valorisé, il doit être mis en avant, parce que sinon, effectivement, on ne peut pas faire ce travail-là. Moi, j'aimerais juste qu'on avance un peu, parce qu'il y a la musique de la grande fête valaisanne qui se prépare. Voilà, très bien. Jacques, je peux juste ajouter une question, oui. Oui, juste un petit mot, puisque j'ai parlé au tout début. Non, je voulais juste dire un petit mot à propos justement de ces de ces moyens un peu différents de médiation historique. Je parlais de la bande dessinée, même si ce n'est pas un nouveau moyen. Il y a pas mal de choses quand même qui se font pour faire aimer l'histoire. Hein. Et je vois une personne dans la salle qui a mis en place récemment une publication numérique qui s'appelle l'Inédit, qui est publiée par la Fonsard, autour du site Notre Histoire. Et vraiment, je vous invite à aller voir ce site, parce que c'est très simple, c'est à partir d'une image, d'une photo. Elle est décodée, commentée, contextualisée par un journaliste ou un historien, ou une journaliste ou une historienne, notamment Jean Steinhauer ou d'autres. Et je trouve que c'est absolument excellent. Et c'est vraiment une autre manière d'aborder le passé et l'histoire. Et vraiment, dans ce sens-là, on est en plein dans l'idée de faire aimer l'histoire. Et puis, tu parlais, Dominique, des séries télé, bien sûr, on a besoin de... Mais il y a aussi, aujourd'hui, sur YouTube, des youtubeurs de grande qualité, à commencer par Nota Bene. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette séquence. C'est absolument extrêmement bien fait. Moi, mon fils est un grand fan de Nota Bene. Et ça existe aussi. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure, je ne suis pas prof, mais je ne sais pas dans quelle mesure les enseignants rebondissent aussi sur ce genre de nouveaux moyens que sont effectivement les publications numériques ou aussi les romans. Est-ce que ça vous arrive d'utiliser dans vos cours des romans, d'utiliser des extraits de romans historiques? J'ai ici sous la main un roman qui vient de sortir, qui est
de Daniel Mola, mes anciens collègues de la télé. Donc je fais une petite page de pub. Un roman qui raconte l'histoire d'un jeune Suisse aux prises avec les tourments de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est un roman, je crois, assez facile d'accès. Est-ce que ce genre de texte, par exemple, pourrait pas aussi donner envie aux élèves et aux jeunes d'aimer l'histoire? Parce que on a beaucoup parlé des élèves, mais aussi il y a leurs parents. Et contrairement à ce que tu disais, Jacques, nous, la plupart des gens qui ont acheté Emma, ce n'est pas du tout les jeunes de 15 ans ou 16 ans. Il y a des gens qui les ont achetés pour la donner à leurs parents ou grands-parents. Mais c'est des gens plus âgés qui lisent la bande dessinée aujourd'hui. C'est vraiment devenu un moyen qui touche tout le monde. Plusieurs mains qui se levaient, oui. Moi je voulais juste dire que en fait je sors de la HEP justement en secondaire 1 en histoire, et puis il y avait quelque chose qui m'a un peu étonnée justement dans notre manière d'apprendre à apprendre l'histoire, c'est qu'on reste très justement focalisé sur tout ce qui est méthodologie, donc sur les moyens d'apprendre. Et c'est vrai que d'ailleurs, comme vous disiez, M. Kaufmann, comme si on avait d'un côté le pôle où on a l'apprentissage de l'histoire, et de l'autre, le pôle où on a justement le fait d'apprendre à aimer l'histoire. Et je voulais savoir pourquoi, pour vous, c'est deux choses qui vont pas forcément ensemble. T'as fini la HEP? Le titre, là je cite un titre de livre, c'est pour dire que les choses ne vont pas forcément de pair. Évidemment que l'idéal serait qu'on fasse, qu'on enseigne, on fasse aimer l'histoire et qu'on apprenne l'histoire. Donc quand on regarde justement, au-delà de son cas personnel et qu'on regarde le ressenti des élèves, quand ils traduisent ce qu'ils ont vécu comme élèves, et pas ceux, tout le monde, pas ceux qui aiment l'histoire, et ben malheureusement, l'image qui ressort, c'est que à l'école, l'histoire, c'est faire des fiches. Pour une bonne partie du public, quand on fait ces éléments-là, ça ne veut pas dire que c'est que ça, mais malheureusement, donc on a quand même une distinction entre est-ce qu'ils apprennent l'histoire? On peut se demander si c'est de cette manière-là qu'on apprend l'histoire, déjà ça. Mais en tout cas, quand je discute avec les enseignants, les étudiants primaires, eh ben, ils ont un rapport à cette discipline qui est très peu engageante par rapport à ce qu'ils ont vécu. C'est ceci que je dis. Bien sûr que l'idéal, ce serait de faire aimer et d'apprendre l'histoire, on est d'accord. Et les programmes scolaires, quelque part, si on regarde les finalités, là aussi malheureusement, le but premier, c'est pas de faire aimer l'histoire. Je suis désolé, c'est un constat, c'est pas ce que je souhaite. Bon, je crois qu'on a tous le souvenir d'un prof d'histoire ennuyeux et passionnant, et s'enfermer dans les questions de méthodologie, je pense pas que ça nous fait avancer beaucoup. Mais dans le même temps, on a tous le souvenir du prof qui monte sur le bureau et qui nous rejoue Marignan ou qui se bien sûr, là-dedans. Voilà. Donc, et qui était parfois partiaux, emporté, voilà. Mais ça s'explique parce qu'entre le primaire et le secondaire, il y a quand même une grande différence de niveau de formation. Enfin, j'entends, si vous avez fait des études d'histoire... Je m'excuse Dominique, c'est par rapport à l'ensemble de l'enseignement d'histoire, c'est pas lié... la parole au public. Je peux vous couper parce que ça tourne un peu en rond. Moi, j'aimerais vous interpeller parce que moi, je n'ai pas du tout fait mes écoles en Suisse, à part une année à l'université de Lausanne, et puis 3 années de master en direction d'institution. Donc, je n'ai pas du tout le même arrière-fond scolaire, et j'ai eu, moi, une vision de l'histoire qui m'a été partie d'une manière très différente, et notamment, on devait toujours, pour chaque semaine, pour le cours d'histoire suivant, on devait avoir soit lu un article, regarder un truc à la télé, et on était interrogé à chaque début de cours sur ce qu'on avait amené nous. Et en fait, ce que vous amenez, c'est oui, tout ce que le prof fait, mais l'histoire, c'est d'abord ce que fait l'élève et pas ce que fait le prof. Et personnellement, moi, j'ai aimé l'histoire comme j'ai aimé la géographie, comme j'ai aimé les maths, comme j'ai aimé le français, parce que j'ai eu des profs qui étaient passionnés de ce qu'ils enseignaient. C'était cette école idéale? Cette école idéale était en Belgique, à Jambou.
C'était pas une école idéale, c'est juste qu'il y a des moyens j'ai eu beaucoup de chance, j'étais dans une école pilote à l'époque, on était 24 écoles en Belgique à fonctionner de cette manière. Et c'est sûr que j'ai eu de la chance parce que c'était juste après mai 68, voilà, les choses ont changé. Mais néanmoins, c'est pour dire qu'en fait, ce qui compte, c'est ce que fait l'élève et que c'est comment on met l'élève en mouvement qui est difficile pour le prof. Juste un instant, monsieur Varga derrière, et puis j'arrive au bout. Je connais quand même mes clients. Alors, c'est un ancien professeur d'histoire qui vous parle, très modeste au niveau secondaire, inférieur. Comment faire aimer l'histoire? Eh bien, d'abord, et là j'enchaîne sur ce que ma préopinante vient de dire, en la rendant vivante. Donc, bien sûr, une manière de la rendre vivante, c'est justement d'interpeller les élèves, de les mettre en situation de recherche, de questionnement. À ce moment-là, ça devient vraiment intéressant. Et j'aimerais juste signaler à l'attention des nombreux professeurs d'histoire en action encore ici présents, une piste qui est celle du « et si ça s'était passé autrement ?» Si Bonaparte avait reçu une balle sur le pont de Marengo, si le commando britannique n'avait pas réussi à saboter l'usine d'eau lourde de Norvège sous les nazis, si Louis XVI avait été acquitté, ce sont des choses qui auraient très bien pu se passer et elles ne se sont pas passées. Mais qu'est-ce que ça aurait changé? À ce moment-là, à partir du moment où on se pose cette question, on est apte aussi à envisager l'histoire comme quelque chose qui s'invente, qui se vit, qui ne peut pas, qui est loin d'être prédéterminé, figé. Et à ce moment-là, on peut l'aimer. On prend une dernière question, deux dernières. C'est madame d'abord et puis après vous, et après on passe à la clôture. À vous, madame. Alors moi, j'ajouterais aussi par rapport à ces deux préopinants qu'il y a par exemple actuellement ce nouveau film qui sort, Thiel le Rouge, qui pourrait être par exemple un départ passionnant pour des recherches d'élèves, parce qu'on touche à toute notre histoire récente. Il y a l'histoire de la guerre d'Espagne, il y a ce type suisse qui va s'engager là-bas, ensuite il y a les événements qui sont déjà liés antérieurement aux années 30 avec les mouvements socialistes en France, qui ont nourri tout un mouvement qui est complètement imbriqué dans l'histoire contemporaine. Et je me disais, ben là, ça pourrait être aussi une démarche très, comment on dirait, en étoile, amener les élèves à rechercher dans différentes directions à partir de ce genre de film, qui est très complet. Thiel le Rouge, tiens, Campiotti. Juste. Alors, dernière question avant l'apéro, parce que c'est quand même, ça fait la Suisse. Hein, voilà. Oui, bonsoir, c'est une lourde responsabilité de parler dernier. Merci. Je me présente Claude Turcher, je représente ici la FONSA, la Fondation des Archives RTS. Également l'INEDI dont a parlé Eric, je te remercie, une publication qui a maintenant 4 mois, digitale, accessible en ligne. Et puis notre histoire.ch, la plateforme participative qui invite les romans à publier leurs propres archives, essentiellement des photos de famille croisées avec des archives institutionnelles, dont un grand fond des archives RTS. Si je prends la parole, c'est d'abord pour dire une chose à monsieur le professeur d'histoire avec qui ici, j'ai été un peu troublé par votre remarque. Je pense qu'à une période où les théories du complot font de grands succès, les ici sont dangereux. Et si Hitler n'avait pas tué 6 millions de juifs, que se serait-il passé? Je pense que ces ici sont délicats à manipuler aujourd'hui et qu'il faut peut-être venir à une histoire un peu plus affirmative. Je voudrais prendre la parole en fait pour poser à la fois une question et faire une remarque sur l'aspect d'une histoire apaisée dont vous avez parlé tout à l'heure. Je pense que c'est un point très difficile et c'est un constat que nous faisons aussi sur notre histoire.ch où apparemment il y a une histoire apaisée. Peu de rapports sociaux difficiles,
peu de rapport de classe. En préambule, il faut dire qu'on vit, et je vous le rappelle, dans un pays de coussins. Des coussins qui servent à étouffer les cris, et qu'on vit aussi dans un pays qui tue à coups d'épingle, à coups de petits coups d'épingle, d'accord? Et que dans nos familles, c'est vrai, il n'y a pas de salauds, il n'y a pas de collaborateurs, il n'y a pas de résistants, il n'y a pas de dénonciateurs. Au fond, on a des salauds soft. Le marché noir qu'on a fait reste pas comparable avec d'autres pays. On en a pour preuve un article qu'on a publié sur l'Inédit sur le passage des Spahis en 1941, les soldats français originaires d'Afrique du Nord, qui s'étaient réfugiés en Suisse et qui sont retournés en France après des accords suite à la capitulation française. Cet article et le passage des Spahis dans les communes genevoises a fait l'objet d'un article dans l'Inédit qui a eu un succès intéressant chez nous. On l'a mis sur Facebook. On est bientôt à 100 000 interactions, commentaires, échanges, principalement dans les pays nord-africains, où le débat est très vif sur ces questions des Spahis, alors qu'il n'a pas du tout été chez nous, Suisses, qui ont participé ou assisté à ça. Je termine en disant, et c'est un peu la question que je voulais vous poser, au fond, la question d'une histoire apaisée pose le problème, comment faire une histoire apaisée? Ce sera ma question. Comment faire aimer une histoire apaisée? C'est tout l'enjeu, et moi je pense qu'une des premières choses, c'est donner la parole aux gens, écrire des livres, faire des revues, publier des magazines, participer à des colloques, mais aussi donner la parole sur des sites, sur des plateformes, c'est une chose, et puis donc écouter aussi une part des témoins de notre histoire. C'est une façon, je crois, de faire une histoire apaisée. Voilà. Je vous remercie parce que l'accordéon là, va bientôt commencer. Mon ami Christophe a fait une petite pause sympathique de 15 minutes. Alors, je propose, juste avant de conclure, une dernière... Essayez d'être journaliste et prof un peu bref, hein, si vous arrivez. Et puis, comme ça, on conclut. Hein, il y a une question qui oui, tu réponds à la question, oui, pas de problème. Sinon, je réponds à l'apéro. Mais... Non, réponds à la question. On vient de vivre, et c'est pas terminé, un épisode qui ébranle notre capacité d'avoir une histoire apaisée. Je parle bien évidemment de crypto. D'où vient l'événement qui déstabilise notre histoire apaisée? De l'étranger. Je ne veux pas remonter à il y a 20 ans. Qu'est-ce qui a tout d'un coup remis sur le devant de la scène la question de la Suisse dans la Deuxième Guerre mondiale? Des attaques venues de l'étranger. Peut-être que si on écoutait, parce qu'on a parlé des auteurs de bande dessinée, des romans historiques, si on écoutait les historiens, si on donnait les moyens aux historiens, je vous rappelle quand même que les archives de la Deuxième Guerre mondiale du service de renseignement sont sous embargo pour 80 ans. Aujourd'hui, à l'heure où on parle, ce qui n'était pas le cas il y a 15 ans, si on prenait au sérieux notre histoire, si on donnait les moyens de faire cette histoire, si on ouvrait une commission d'enquête parlementaire sur l'affaire crypto et plus généralement sur les questions d'alignement sur le bloc occidental de la Suisse pendant les années de guerre froide, peut-être qu'on aurait une histoire très certainement vive, avec des what-if, parce que les what-if, c'est la question de départ de l'historien dans sa recherche. Et là, on peut faire des transpositions avec le monde de l'enseignement. Je veux vous rassurer, les élèves adorent l'histoire. On n'a pas de problème de faire aimer l'histoire. Je ne crois pas que c'est ça aujourd'hui la principale difficulté qu'on ait. On a une difficulté de faire que les enseignants se sentent sereins et renforcés dans leur capacité de sortir de l'histoire en fiche. Ça veut dire de leur donner des manuels qui intègrent des questions socialement vives, des manuels édités, réfléchis, pensés par des historiens. Ce n'est pas toujours le cas dans les manuels. Enfin, on a une situation qui est proche de la Corée du Nord en Suisse. On a un moyen d'enseignement roman. Vous regardez ce qui se passe en Allemagne, en France, en Italie, vous avez plusieurs éditeurs qui fournissent plusieurs manuels. Nous, on a le courage d'avoir un manuel pour l'ensemble de la Suisse romande. C'est une forme, bien évidemment, d'histoire apaisée, mais d'histoire sous le boisseau et d'une histoire qui n'est pas mise en avant. Et dernier point, parce que je m'emporte et on va aller boire l'apéro pour que je me calme. On a parlé de Nota Bene, on a parlé des revues. Il y a un très joli festival d'histoire qui en a à sa 2e édition à Lausanne. Ça sera le week-end du 3, 4, 5 avril, donc le week-end qui précède le week-end de Pâques. Venez, c'est au Palais de Rumine, et venez surtout, prenez tous vos agendas, le 3 avril à 20h, on fait venir Nota Bene, donc Benjamin Brio, avec 2 autres youtubeurs, Clotilde Chamozy, une femme qui fait un magnifique travail d'un blog qui s'appelle Passé sauvage, antiquisante,
Vraiment extraordinaire travail. Et puis encore un Hugo Bimard qui fait un truc encore plus loufoque. Lui fait une vidéo YouTube par année. C'est un comédien, un magnifique travail en costume. Et tout ça, c'est des autres moyens de faire aimer l'histoire qui parlent à la jeunesse aujourd'hui. C'est vraiment un vecteur sur lequel il travaille beaucoup. Et là, vous avez l'occasion de poursuivre la discussion qu'on a maintenant. Je serai là. Et on aura l'occasion d'en débattre avec vous si vous venez le 3 avril, 20h, Palais de Rumine, à Lola. C'est une bonne conclusion. On apprend que les jeunes aiment l'histoire si on la raconte. Il y a aussi des hommes politiques qui ne l'aiment pas du tout d'ailleurs. Vous en avez fait l'expérience et qui mettent pas mal de barrages par rapport à la connaissance de l'histoire. Voilà, je crois qu'on arrive au bout de cette intéressante, me semble-t-il, discussion. Et puis on peut tout à fait la poursuivre devant un verre. Et puis je rappelle que si vous voulez l'un ou l'autre de ces livres, ils sont à disposition. Bien. Merci, bonne soirée. Alors juste avant de conclure, Jacques a fait allusion à l'histoire vivante, très belle émission, très belle émission. Mon histoire vivante, c'est aussi ces jeunes. C'est Bilal El Murlaï, Thomas Vendée, c'est mon histoire vivante de mémoire vive. L'applaudissez des souple. J'ai aimé l'histoire parce que j'avais un prof qui donnait 2. Parce que quand il t'interrogeait, tu disais « Ah non, j'ai écouté, je sais pas, voilà ». Il donnait 1 pour être venu et 1 pour aller retourner à la place. Donc, il nous a fait aimer. Je voulais aussi remercier Sarah Dor, qui est la présidente de l'association des amis de Bon pour la tête, ainsi que mon ami Justin, de Passé Simple. J'aime chez Justin, c'est ce que j'appelle un entrepreneur improbable. Est-ce que ça te va comme définition? Voilà. Alors, moi je suis un entrepreneur un peu plus probable, un peu plus différent, voilà. En tout cas, je n'ai pas été chez Brulis, mais c'est pas grave, voilà. J'aime beaucoup Pascal, je le salue, voilà. Je te fais du marketing à la Montigny, d'accord? Donc, question toute simple. Qui ici est abonné à Passé Simple? Et voilà, tu as 50 nouveaux abonnés. Si vous sortez de là et vous vous abonnez pas, ça ne vaut pas la peine de venir. Et deuxièmement, je vous prie, quand vous vous abonnez, je t'enverrai le fichier si vous m'autorisez, oui, quand même, voilà, c'est pour la bonne cause, à marquer mémoire vive, comme ça tu sais combien de taux de réussite de ta. Très bien. Il y a 5% la première année. Oui, puis c'est magnifique. Et puis c'est ma Bernadette qui a suggéré un mot, je pense que je trouve que c'est beau. Moi j'aime beaucoup ta revue, et c'est presque une histoire, disons, typiquement helvétique, c'est-à-dire une histoire modeste. C'est pas une histoire qui se la pète, d'accord? Et c'est ça aussi, je pense que les gens, ils aiment bien dans ta revue. Allez, il est temps de passer à l'apéro, là-bas au fond. Je vous remercie encore d'être venu, d'avoir participé. Et puis voilà, vive l'histoire.